Le cours que je commence ce soir est le 5e que je fais dans le cadre de l'École urbaine de Lyon. Après 2 années consacrées à essayer de caler la réflexion sur l'Anthropocène et la réflexion sur l'urbanisation généralisée de la planète Terre, après 1 année centrée sur la tentative de comprendre ce qu'on pouvait appeler métabolisme urbain à l'échelle planétaire, après le cours de l'année dernière consacré à l'air comme matière première de l'urbain anthropocène, j'ai voulu cette année proposer un cours qui sera sans doute le dernier d'une série, un cours véritablement centré sur mon travail de recherche du moment, puisque depuis maintenant une petite dizaine d'années, c'est aussi une manière de dire qu'en particulier dans les sciences sociales, mais pas que, parfois un programme de recherche peut durer plus d'une dizaine d'années. Donc depuis presque une dizaine d'années, j'essaye de réfléchir autour de la transposition à l'analyse urbaine d'une théorie philosophique qui est celle du care, développée notamment par une philosophe américaine importante dont nous reparlerons tout le temps dans ces séances, qui s'appelle John Tronto, qui est véritablement celle qui a proposé une théorie philosophique du care extrêmement consistante et que j'essaie de transposer à mon domaine de la compréhension de l'urbanisation planétaire pour montrer qu'elle peut complètement bouleverser, subvertir, mettre cul par-dessus tête la façon dont nous avons classiquement l'habitude de considérer à la fois la vie urbaine et la manière de l'accompagner par des politiques publiques et privées. Donc voilà, l'objectif de ce cours, ça sera d'essayer de réfléchir à la façon dont un care spatial pourrait nous permettre peut-être de faire face aux défis que nous pose le changement global et les conséquences de plus en plus évidentes du changement global sur nos vies quotidiennes, puisque nous savons maintenant, et je ne vais pas revenir là-dessus puisque c'était un peu le sujet des 4 précédentes années, nous savons que ce changement global nous fait entrer dans une période où nous éprouvons d'ores et déjà ce que l'on pourrait appeler la crise de l'habitabilité planétaire, c'est-à-dire un moment où nous réalisons que très bientôt, et d'ores et déjà, un certain nombre d'espaces terrestres ne sont plus habitables dans des conditions de vie bonnes et justes, ou ne le seront plus, ou ne le seraient plus conditionnels, en tout cas si nous ne sommes pas capables de faire face à ces conséquences du changement global. Donc, la proposition que je vais essayer de développer avec vous, c'est de considérer que cette théorie du care, du soin, mais on essaiera de travailler sur ce mot parce qu'il est en fait très polysémique, pourrait être une manière d'affronter cette crise de l'habitabilité. Voilà, c'est la proposition de ce cours, et si tout va bien, j'ai déjà écrit beaucoup de textes sur cela, des textes assez courts, souvent à l'invitation de philosophes, Catherine Larère, mais aussi Cynthia Fleury à plusieurs reprises. Si tout va bien, en 2024, un livre viendra synthétiser ce travail d'une dizaine d'années. Mais avant, on peut maintenant revenir à mon diaporama. Je voulais commencer par un petit hommage à Tim Ingold, l'anthropologue qui a été notre invité d'honneur et qui a ouvert avec brio cette semaine à l'école de l'Anthropocène, à la fois par un grand débat mardi soir et par un séminaire tout à fait enthousiasmant sur les pratiques d'écriture mercredi, mais aussi une manière, grâce à Tim Ingold, de rappeler ce que sont pour nous, ici à l'école urbaine, les cours publics. Et j'aime beaucoup cette phrase-là qui est publiée dans un livre qui s'appelle « Faire anthropologie, archéologie, art et architecture », qui est disponible à la librairie à la sortie. En bref, dire n'est pas expliquer le monde, ni délivrer une information qui éluciderait une situation en dispensant les individus en cours d'apprentissage d'une tâche à chercher par eux-mêmes. Cela revient plutôt à tracer un chemin que d'autres peuvent suivre. Et il me semble que c'est peut-être la plus belle définition qu'on peut donner à ce que devrait être un cours public, ou d'ailleurs toute situation d'enseignement. Ça n'est pas proposer d'élucider une situation de façon fermée en disant que tout est réglé par ce que l'on propose par la parole, c'est plutôt ouvrir un chemin
en incitant d'autres personnes éventuellement à vous suivre, en faisant leur propre travail de cheminement. C'est pour ça que ces cours publics de l'école urbaine ont toujours été conçus depuis le début, et aucun n'a dérogé à cette règle, à ce principe. Ces cours publics de l'école urbaine, qui que ce soit qui les donne, ont toujours été conçus comme une sorte d'expérience de pensée, à parole ouverte en quelque sorte, et pas comme quelque chose qui viendrait clore un propos en disant « c'est comme ça » et pas autrement. Donc nous allons essayer de réfléchir à cette question du care, et pour commencer d'y réfléchir, je rappelle que l'ensemble de mon travail se place à partir de ce postulat qu'il faut comprendre la mondialisation, ce processus de construction d'un espace social d'échelle planétaire. Il faut comprendre la mondialisation comme résultant de l'urbanisation généralisée de notre planète, ce que l'on appelle dans les études urbaines anglophones de planetary urbanization, que je préfère traduire par urbanisation généralisée pour des raisons que je n'ai pas la possibilité d'expliquer ce soir. Cette urbanisation généralisée, pour moi, est vectrice de la constitution de cet espace social d'échelle planétaire nouveau qu'on appelle le monde et qui n'existait pas avant les années 1950. Donc très souvent je dis, et parfois c'est un peu mal compris, le monde n'a pas changé depuis 1950 puisqu'il n'existait pas avant. Un monde est advenu depuis 1950, c'est ce que j'avais essayé de démontrer dans un livre qui s'appelle « L'avènement du monde », qui a été publié en 2013, pour montrer justement qu'il y avait véritablement un processus de l'ordre d'un avènement d'une nouvelle réalité géo-socio-économico-culturalo-politique que l'on pouvait appeler le monde et dont lequel nous sommes encore, évidemment, puisque nous vivons dans ce monde. Et c'est également cette mondialisation-là dont nous avons à l'école urbaine fait le pari qu'elle était une des causes premières et peut-être finales de l'entrée dans l'Anthropocène. C'est-à-dire nous partons de l'idée que l'entrée dans l'Anthropocène est plutôt liée à ce processus d'urbanisation post-1950. Et pour essayer de vous faire comprendre comment nous allons arriver à cette volonté de transposer la théorie du soin à la question urbaine, eh bien, je vais procéder comme je procède lorsque je fais un cours devant des étudiants de master et que j'essaye de leur présenter l'urbanisation du monde. Il y a quelques étudiants ici dans la salle qui m'ont subi déjà cette année, donc ils vont pouvoir dormir pendant les 5 prochaines minutes puisqu'ils vont revoir quelque chose qu'on a déjà montré. Et c'est que, après m'être souvent posé la question de savoir comment je pouvais essayer très rapidement de montrer la puissance bouleversante du processus d'urbanisation post-1950, sans le détour par les statistiques ou par une analyse un peu froide qui fait perdre de vue cette puissance bouleversante et son caractère donc bouleversant, qui nous bouleverse tout, qui, comme aurait dit Peter Sloterdijk, le philosophe allemand, sur un autre sujet, bouleverse le décorum de toutes les sociétés. J'aime beaucoup cette expression. Eh bien, je me suis dit que le mieux, c'était d'utiliser un petit film que je vais vous passer. Avant de vous le passer, je vais vous dire exactement ce qu'il est. C'est un film qui est proposé par une société britannique qui s'appelle Knight Frank, qui est une des principales sociétés d'investissement immobilier globalisé au monde. Donc, en fait, il finance du développement urbain. Et le film que je vais vous passer est une allégorie. C'est un film publicitaire qui est un film destiné à montrer comme une allégorie l'urbanisation de Dubaï entre 1960 et nos jours. Il faut avoir en tête que c'est une allégorie, et donc une allégorie positive. C'est une allégorie qui met en avant quelque chose qui est de l'ordre d'un rêve vertueux. Il y a une très belle musique, je vous laisse apprécier tout, c'est un time-lapse, et après ça, je pourrais presque me taire et le cours pourrait presque être terminé, mais on m'a dit que ça serait un peu trop facile, donc après ça, je reviens vous voir et nous en causons.
Oui, il faut toujours un petit moment hein, avant de s'en remettre. Tous les bâtiments que vous voyez modélisés en gris ont été construits. Et vous voyez encore dans vos yeux Dubaï 1960. Donc nous sommes 10 ans après l'enclenchement de ce processus de mondialisation par l'urbanisation généralisée dont je parlais tout à l'heure. Dubaï en 1960 est une ville minuscule, 40 000 habitants, un port perlier, qui a d'ailleurs suscité beaucoup de fantasmes dans l'imaginaire orientaliste occidental du 19e et du 20e siècle, parce qu'il y avait des pêcheurs de perles, mais Dubaï ne représente rien véritablement sur la carte urbaine de l'époque. Et en 60 ans, Dubaï s'est imposé comme un des cas les plus spectaculaires d'affirmation d'une World City, donc d'une ville mondiale. Mais dans World City, il faut entendre plus que ville mondiale. Il faut véritablement entendre ce qu'il y a derrière. Une ville mondiale, c'est une ville qui est capable d'avoir un véritable rayonnement à l'échelle de cet espace social d'échelle planétaire qu'on appelle le monde. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que vous avez vu dans ce film l'insistance sur un certain nombre de faits, de chiffres. Par exemple, l'incroyable croissance de l'aéroport et du trafic aérien. En quelques décennies, en devenant le hub de la compagnie Emirates, créée par les Émirats arabes unis, qui sont une entité géopolitique extrêmement récente, puisque c'est au début des années 1970 seulement que s'impose ce nouveau pays. Donc on sort en fait du système mandataire et colonial qui était encore en fait effectif à cette époque-là. Donc c'est une puissance géopolitique extrêmement récente et qui est de surcroît un État fédéral composé de petits Émirats qui se sont affirmés comme puissance géopolitique à travers notamment la mise en place d'organisations urbaines complexes comme celle de Dubaï. Dubaï n'est pas la seule, c'est la plus spectaculaire, mais il y en a d'autres. Et Emirates est donc la compagnie qui est créée par cet émirat pour affirmer la possibilité, via cette compagnie, de cet émirat, de devenir une plaque tournante mondiale. Dans le texte qui accompagne la vidéo, il est signalé que grâce à l'aéroport de Dubaï, donc qui est un des 5 plus grands aéroports du monde, il n'existait pas en 1960, hub de la compagnie Emirates, un aéroport qui a poussé très très loin d'ailleurs la réflexion sur la relation aussi de l'aéroport au commerce, puisque on ne sait jamais trop si on est dans un aéroport ou dans un centre commercial sur lequel on a greffé des pistes. Cet aéroport-là, dit la réclame, met Dubaï à moins de 6 heures de vol des 100 plus grandes métropoles mondiales. Et Dubaï s'est fait une spécialité d'ailleurs de communiquer autour du fait que grâce à l'aéroport, cette World City est en fait un hub, un plexus, un nexus, un nœud de l'espace mondial urbanisé. Donc vous voyez, il faut vraiment entendre ville mondiale au sens où cela renvoie à la possibilité de certaines entités urbaines de fonctionner véritablement à cette échelle qui est celle de l'urbanisation planétaire, donc à cette échelle de l'englobement désormais dans lequel nous vivons tous et toutes, qui est celui de l'urbanisation. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, le concept de Global Cities avait été créé dans les années 1990 par une sociologue et économiste américaine qui s'appelle Saskia Sassen pour parler du cas très spécifique de 3 mégapoles qu'elle considérait comme globales, c'est-à-dire Tokyo, Londres et New York. Et on peut dire que son analyse était juste dans les années 90, mais ce qui s'est passé entre 1990 et 2020, c'est que toutes les villes se sont globalisées dans une certaine mesure. Les villes mondiales se sont toutes globalisées, sont toutes devenues des villes globales. Et Saskia Sassen l'a reconnu elle-même en disant que son concept avait gardé de la pertinence, mais c'était en fait étendu à la plupart
des villes qui avaient connu une très forte croissance. D'ailleurs, peut-on encore parler de villes? Ça, c'est une autre question. On l'avait abordé dans le cours numéro 2, donc je n'y reviens pas. Ce sont des organisations urbaines d'une taille et d'une complexité assez redoutables. Dubaï, ça reste relativement petit, on a quelques millions d'habitants, mais je rappelle que le plus gros agrégat urbain mondial est vraisemblablement aujourd'hui Shanghai, et que certaines estimations considèrent qu'il y aurait 80 millions d'habitants dans ce système urbain complexe de Shanghai, qui renvoie presque Tokyo, 39 millions d'habitants, au rang de bourgade. Je ne parle même pas de Paris. Par charité laïque, je ne parlerai pas non plus de Lyon ou d'autres organisations urbaines de cette taille, mais il n'en reste pas moins que vous avez là des agrégats de très grande taille qu'on ne peut plus appeler villes, et même ces World Cities ont des types de fonctionnement tellement particuliers qu'il est difficile de les penser avec la catégorie classique de ville. Pour revenir à Dubaï, l'aéroport a été absolument central dans cette mondialisation de l'urbain que l'on a connu sur place. Parce que cet aéroport a notamment servi à faire de Dubaï la plateforme touristique que Dubaï est devenue. Vous avez vu aussi les chiffres, hein. Dubaï est devenu une très grande destination touristique, une des principales de la région. C'est notamment une destination touristique pour les Nord-Américains, pour les Européens, mais aussi beaucoup pour la clientèle indienne et indonésienne, relativement fortunés. Je ne parle pas des travailleurs sans droit qui viennent également de l'Inde et de l'Indonésie et du Bangladesh, mais qui, eux, sont les soutiers de ce navire dont on ne voit que la face finalement qu'on peut montrer dans ce genre de reportage. Le tourisme a donc considérablement progressé à Dubaï, et Dubaï s'est imposé comme une forme de tourisme très particulier, assez insensé quand on y songe, puisque ce qui est essentiellement vendu à Dubaï comme vecteur touristique, c'est le shopping. C'est le shopping. Dubaï est une ville où il existe tous les mois de janvier un festival du shopping. Et une des caractéristiques de Dubaï, c'est que c'est aussi une des villes mondiales les plus structurées autour de ce que j'appelle des hyperlieux commerciaux, les shopping malls, des grands malls absolument étonnants et gigantesques, dont deux sont très célèbres, le Mall of Emirates, qui est montré sur cette animation, qui a été bien connu puisque c'est dans ce mall que l'on a installé une piste de sport d'hiver. Donc il y a une piste de ski à l'intérieur. C'est le plus grand système de production de neige artificielle aujourd'hui au monde. Nous sommes en plein désert, hein. Il fait 50 degrés à l'ombre au mois de juillet, donc il y a une piste de ski. Et il y a aussi le fameux Dubai Mall, qui est un de mes espaces, un de mes hyperlieux fétiches, qui n'est pas le plus grand mall du monde. Le plus grand mall du monde est sans doute en Chine ou en Malaisie, on ne sait pas encore tout à fait trop, mais qui est sans doute le mall le plus rentable du monde. Il n'y a pas de piste de sport d'hiver dans le Dubai Mall, il y a quand même une patinoire, et il y a surtout le plus grand aquarium indoor du monde, et vous entrez dans le Dubai Mall et vous tombez sur un aquarium, ce qui est là aussi, et un tunnel aux requins, ce qui est là aussi quand même un tout petit peu surprenant, mais qui paraît aller de soi quand vous êtes dans cette métropole extrêmement étrange. Et donc, Dubaï est devenu un espace du shopping, un espace de la connexion aérienne, un espace du tourisme mondialisé et un espace de l'entertainment également, puisque Dubaï s'est également imposé comme un espace du divertissement où on peut consommer de l'alcool qui coule à flot dans un pays, un émirat où, pour des raisons que je ne vais pas vous développer, l'alcool n'a en principe pas bonne presse. Et c'est aussi un des lieux au monde où le taux d'escort girl et men par habitant est le plus élevé. C'est le lieu principal de l'escorting dans l'ensemble du Moyen-Orient. Donc c'est un espace où on consomme
des produits manufacturés, de l'alcool et du loisir, des casinos et des femmes. Quand on regarde ces réalités-là objectivement, elles finissent assez rapidement par devenir incommodes. Et c'est pourtant nous qui les avons produites. Et ce qui est intéressant, c'est que Dubaï est devenu cela parce que Dubaï a été aussi capable d'accueillir un nombre de capitaux absolument invraisemblable. C'est évidemment une ville, vous avez vu la vitesse du développement, tout ça en construction de grande hauteur. C'est là où on trouve la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa, 827 mètres. 827 mètres, ceux qui n'ont pas vu la Burj Khalifa ne se rendent pas compte à quel point c'est haut. Je rappelle, les plus grandes tours de Lyon, c'est 200 mètres. Donc 827 mètres, il y a la tour de Tower qui est en construction. Ça sera la première tour du monde de plus de 1 km de hauteur. C'est une des villes où, par le nombre d'habitants, il y a le plus d'immeubles de plus de 100 mètres de haut. Vous imaginez l'investissement nécessaire pour construire ça, en sachant qu'évidemment, rien de cette urbanisation n'est pensable, n'est envisageable sans climatisation. Tout est climatisé à Dubaï, absolument tout, sauf les résidences des travailleurs pauvres. Mais tout est climatisé puisque rien n'est possible à l'extérieur. Même les resorts touristiques de bord de plage ont des bars climatisés. Bon, on a vu au Qatar que de toute façon, on climatisait les stades. Tout est absolument climatisé. D'ailleurs, je vous rassure, les groupes de production de froid sont absolument gigantesques. C'est de la très très haute technologie. Parce que pour produire du froid à ce niveau-là, il faut véritablement des usines de production de froid dont on n'a pas idée quand on ne les visite pas. Elles sont d'ailleurs très difficiles à visiter, elles sont très protégées, et beaucoup d'entre elles sont copropriétés de groupes français. Engie, Veolia, Vinci et quelques autres. Qui ont des vies difficiles, sont copropriétaires et exploitants de ces groupes de production de froid qui sont énergivores à un point, évidemment, qu'on a du mal à imaginer. Alors pourquoi vous dis-je tout cela? Parce que je voudrais que nous entrions par l'exemple de Dubaï, qui constitue une sorte de prototype de ce qu'a été cette urbanisation mondialisée, mondialisante, orientée vers un modèle, celui de la World City. Ce modèle de la ville mondiale n'existait pas dans les années 50, 60, 70, 80. Il commence à naître dans les années 80 et il s'accentue considérablement après 1989, c'est-à-dire après la chute du mur de Berlin, et après que, surtout, le néolibéralisme tel que Margaret Thatcher et Ronald Reagan l'ont emblématisé, se fut imposé comme la seule possibilité crédible d'organiser le fonctionnement d'une économie, d'une société. Ces World Cities sont, en quelque sorte, la concrétisation urbaine du fameux TINA de Margaret Thatcher. Vous vous souvenez, Margaret Thatcher, répondant à François Mitterrand, dans le cadre d'un débat à l'Union européenne sur les choix de politique économique qui étaient envisageables, la France s'opposant à cette époque-là à la vision anglaise, et Thatcher répondant « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative possible au néolibéralisme. Nous ne pouvons pas faire autrement que de penser le développement de l'économie globalisée selon ses règles et ses préceptes. Autrement, nous nous appauvrirons. Autrement, il n'y aura plus de plein emploi. Autrement, il n'y aura plus de prospérité. Autrement, puisqu'il n'y aura plus de prospérité, il n'y aura plus de liberté, puisqu'on a pris l'habitude de lier la prospérité, la liberté et la démocratie. Le philosophe Pierre Charbonnier l'a très bien montré dans son très beau livre « Abondance et liberté ». Autrement, il n'y aura plus de progrès. Autrement, il n'y aura plus de
capacité des êtres humains à vivre mieux. Et c'est aussi cela qu'on nous a servi avec un certain nombre de mythes comme celui du trickle-down, hein, du fameux ruissellement, hein, qui consiste à enrichir les riches pour qu'ensuite, par ruissellement, hein, cela retombe en pluie de miel sur les épaules des plus pauvres. Théorie du ruissellement qui a été toujours démentie par les faits et par les analyses, mais que, encore récemment, à Lyon, on utilisait pour justifier la politique de métropolisation. Entre 2001 et 2017, on parlait à Lyon de la nécessité d'adhérer à cette théorie du ruissellement, qui est encore la théorie de bon nombre d'acteurs économiques, y compris au plus haut niveau de l'État. Donc ne me dites pas qu'on en est sorti. Autrement, j'irai chercher quelques déclarations du ministre de l'Économie et des Finances récentes. Donc cette théorie-là, elle est complètement liée à ce schéma mental que nous avons fini par considérer pratiquement comme aussi naturel que l'air que nous respirons, mais nous avons montré l'année dernière dans le cours que l'air est tout sauf naturel. Et la World City, c'est la concrétisation urbaine de ce schéma mental. Il y a donc un imaginaire de la World City qui est très intéressant à étudier, qui s'est imposé comme une sorte d'imaginaire référentiel, à tel point d'ailleurs, c'est l'image qui est ici, que dans les années 2000-2010, et cet imaginaire, il naît véritablement dans les années 80-90. Vous savez, c'est un imaginaire qui est très étrange parce que comme le monde contemporain nous a habitués à en produire, c'est un imaginaire qui est extrêmement récent, mais si nous n'y prêtons pas attention, nous pouvons avoir l'impression qu'il a toujours existé. Voyez, nous pouvons avoir l'impression que nous avons toujours vécu comme ça. Vous savez, c'est un peu comme le plastique. Nous pouvons avoir l'impression que nous avons toujours vécu avec le plastique, à tel point que nous ne pourrions même pas nous en passer. Bon, il y a dans la salle beaucoup de jeunes, mais il y a aussi quelques vieux schnocks dans mon genre qui se souviennent très bien de la vie sans plastique. Ils se souviennent même de l'arrivée de la première bouteille de Coca-Cola en plastique dans le supermarché de la petite métropole de province, la petite ville de province dans laquelle j'habitais alors, à la fin des années 70 seulement, 1978, la substitution du verre du verre au plastique par Coca-Cola. Donc nous pouvons avoir l'impression que nous avons toujours vécu dans ce système-là. En réalité, il n'a que quelques décennies. Donc il devrait être simple à déconstruire. Il ne l'est pas. Nous allons essayer de le déconstruire par le Caire, je vous le certifie. Mais il n'est pas simple à déconstruire. Pourquoi ? Alors, parce que nous avons eu un imaginaire qui a été véritablement imposé, bombardé, qui est passé par toute une série de canaux, de la pop culture, de la culture économique standard, par les grandes organisations internationales, par les gouvernements nationaux. Il n'est pas possible de faire autrement, il n'est pas possible de faire autrement, il n'est pas possible de faire autrement, il n'est pas possible de faire autrement. On ne peut pas vivre différemment, on ne peut pas vivre différemment. Mais c'est aussi passé par des grands donneurs d'ordre, des amis à moi, les grands cabinets de conseil. Ces cabinets de conseil, vous savez, qu'on utilise à grands coûts, à grands frais, pour produire des rapports dans lesquels on trouvera ce que le demandeur veut qu'on trouve. C'est pour ça qu'on les paie. Si l'on veut que l'on trouve que les retraites coûtent trop cher, demandez à un cabinet de conseil. Il vous conclura que ça coûte trop cher. Si l'on veut que l'on prouve que l'économie carbonée va se verdir grâce à la technologie, demandez à PricewaterhouseCoopers. Ils vous le démontreront. Et donc, ces cabinets de conseil, dans les années 2000-2010, se sont tous dotés, les quatre grands, se sont tous dotés de départements cities. Et qu'ont-ils fait
dans ces départements, qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont... Non, je me suis gouré, je me gourre moi-même. Ils ont produit des rapports qui sont des rapports, là aussi, allégoriques, des allégories du développement urbain planétarisé, des allégories des World Cities, des allégories de ce qui est souhaitable en matière de développement urbain. Et là, je vous ai pris un exemple parmi les plus célèbres, c'est PricewaterhouseCoopers, qui a développé tout un travail autour de ce qui est appelé « Cities of Opportunity ». Une ville mondiale doit être une ville d'opportunité. Une ville mondiale est polarisée par l'idée d'opportunité. L'opportunité étant devenue une sorte de mantra. L'individu mondial urbanisé dans la ville mondiale est celui qui sait saisir l'opportunité. Celui qui sait traverser la route pour trouver un travail. Celui qui saura être l'entrepreneur de lui-même, capable de faire fructifier les opportunités. Les losers sont ceux qui ne savent pas se saisir des opportunités. Pas de classe sociale, pas d'inégalité, pas d'injustice, pas de domination, pas de fragilité, pas de faiblesse, que des opportunités dont on peut se saisir ou pas. Eh bien, à l'échelle collective, les villes mondiales sont des villes d'opportunités. Et donc, comment travailler cette notion d'opportunité, en faire un mythe fondateur et valorisant? Comment en faire aussi une visée, un objectif, un idéal mobilisateur pour les acteurs publics et privés? Eh bien, rien de mieux, mesdames, messieurs, que de se livrer à ce que l'être humain, notamment masculin occidental, adore le plus faire, c'est-à-dire un classement. Rien de mieux qu'un ranking. Rien de mieux qu'une bonne petite compète où l'important n'est pas de participer mais de triompher. Rien de mieux qu'un ranking où l'on classe d'un seul coup d'œil. Vous voyez, je n'invente rien, hein. Je me contente d'observer les faits. Les métropoles mondiales, les World Cities choisies, dans un classement, là, vous voyez, Paris était très content parce que Paris était 4e, échouant à une toute petite moustache du podium. Enfin, c'est quand même bien devant New York, donc derrière Londres, évidemment, qui est toujours en premier, Londres. Et on se demande toujours pourquoi. Et personne ne songe à se dire, bah oui, mais en fait, Londres, c'est le siège mondial de la finance qui solvabilise ce type de développement urbain. C'est très curieux, c'est très très curieux que Londres soit toujours en tête. C'est vraiment étonnant. Et vous voyez, il y a tout là-dedans. Vous remarquerez qu'il faut toujours une ville néerlandaise dans un classement de ce genre. En général, il y a aussi assez souvent des villes du Nord, mais là, elles ont été un peu oubliées. Il y a toujours beaucoup d'Asiatiques, quelques Chinoises. Et d'ailleurs, PwC, désormais, fait un City of Opportunities China. Enfin bon, là, depuis 2020, ils sont un peu calmés, pour des raisons que vous comprendrez bien. Mais donc, vous avez des classements. Et regardez surtout les critères qui sont choisis. Hein. Intellectual Capital and Innovation. Une cité d'opportunités, c'est là où on fait fructifier la créativité technologique et le capital intellectuel. C'est l'orientation technologique du développement. C'est là où on comprend comment se sont créées toutes les approches des cités créatives, des villes créatives, des smart cities, des villes intelligentes, des villes pour les classes créatives, c'est-à-dire faire en sorte que, finalement, on concentre le plus cela. Technology readiness, c'est-à-dire comment on peut opérer la technologie déjà présente. City Gateway, là, c'est la capacité de ces villes d'être des plexus, des connecteurs
avec des gros aéroports, des grosses zones touristiques, et c'est là où Paris est pas mal, mais évidemment pas seulement. Transportation et infrastructure, parce que dans une ville mondiale, il faut que ça bouge, il faut que ça soit fluide, il faut que ça circule, de préférence en automobile, mais si on peut avoir des bons réseaux de transport publics, c'est pas mal. Nous sommes dans le cadre TINA, hein, donc on privatise les gains et on publicise les dépenses. N'est-ce pas? Donc il faut quand même que le public, dont on demande en général qu'il ne se mêle pas trop des affaires de l'économie, il faut quand même que le public crache au bassinet pour mettre en place les infrastructures publiques nécessaires à la bonne atmosphère pour le business. Il faut que ça soit des villes sûres, avec une définition de la sécurité qui serait à regarder de près. Il faut maintenant, ça c'est une nouvelle catégorie qui est apparue post-2005, il faut qu'elle soit soutenable, selon les termes des objectifs du développement durable du rapport Brundtland. Il faut qu'elle soit vivable, donc avec une certaine dynamique démographique, pas trop de jeunes, pas trop de vieux. Hein. Il faut que ça soit équilibré. Pas trop de jeunes, parce que trop de jeunes, c'est le bazar. Il faut le reconnaître. Pas trop de vieux, parce que trop de vieux, c'est pas créatif, c'est pas assez innovant, c'est pas assez vibrant. Hein, le terme de vibrant cities est utilisé très souvent. La dimension économique, et puis évidemment le ease of doing business. Hein, est-ce que c'est facile de faire du business ou pas? Et vous avez là un classement tout à fait intéressant. Et je vous rassure, il y en a des dizaines d'autres. Ça prêterait presque à sourire si ces classements n'étaient pas utilisés pour justifier des actions. Et j'accélère un peu parce que, évidemment, je prends trop de temps, mais c'est fascinant hein, quand on regarde ça de près. C'est absolument fascinant. On peut commencer à réfléchir, pardon, oui, excusez-moi, une spectatrice me fait gentiment remarquer que j'ai fait le givaro sur mes diapositives. On peut commencer à travailler donc sur quelques principes, quelques-uns seulement. Vous savez, ça fait maintenant 30 ans que j'essaye de comprendre cette urbanisation planétaire. À chaque fois que je publie un livre, j'essaye de revenir là-dessus pour rajouter des critères, mais je n'ai jamais réussi à épuiser tout ça. Il y en a toujours de nouveaux qui apparaissent. Donc, quelques principes de cette urbanisation que nous pouvons voir à partir de Dubaï. Vous voyez comment Dubaï peut être un exemple finalement séminal, comme on disait jadis, hein, ou matriciel, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de saisir un modèle dominant qui a orienté la mondialisation. Orienter la mondialisation urbaine, ça veut dire que vous allez retrouver ce modèle dominant dans tous les continents. En Asie, je vous ai montré Dubaï, j'aurais pu vous montrer Shanghai. En Amérique du Sud, j'aurais pu vous montrer les politiques à Sao Paulo, à Rio de Janeiro, à Buenos Aires, à Santiago du Chili, à Mexico, Amérique du Nord, Europe, bien sûr, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, en Afrique également, aujourd'hui, où ces types de classements sont très prisés. PwC a fait un classement Afrique pour les City of Opportunity en Afrique. L'Afrique qui sera le continent où l'urbanisation va être la plus forte jusqu'en 2050, à partir de maintenant jusqu'en 2050. Eh bien, si l'on essaye de reprendre ce que le Dubaï nous dit, hein, c'était l'intuition d'un auteur qui est mort il y a quelques mois, qui s'appelait Mike Davis, que vous connaissez peut-être, qui avait écrit ce livre absolument incroyable sur Los Angeles, qui s'appelait City of Quartz, et qui a écrit un livre traduit en français sous le titre « Le stade Dubaï du capitalisme ». Un livre écrit en 1990, où il pressentait que Dubaï, en fait, exemplifier le capitalisme mondialisé. Donc si vous prenez Dubaï comme non pas un exemple, ça serait drôle, mais un modèle, c'est moins drôle. Parce que ça veut dire que ça parle de nous. Que toute la complexité de l'urbanisation contemporaine et toute la complexité de notre relation à cette urbanisation contemporaine est mise en avant par ce modèle. Parce que Dubaï n'existe que parce qu'on le fait exister, que parce qu'il y a des norias d'avions remplis qui vont à Dubaï. Dites donc, il y a même une ligne directe qui part de Lyon, non? Ça doit donc vouloir dire qu'il y a des Lyonnais qui y vont, qu'il y a des gens qui y résident de façon permanente. Ce n'est pas pour rien qu'à Dubaï, on trouve beaucoup d'influenceurs.
et d'influenceuses. Ça veut donc dire que ça n'existe pas parce qu'il y a des méchants sans famille mondiale, vous voyez, hein, qui tiendraient ça et qui tireraient les ficelles. Ça veut dire que ça existe parce que c'est intégré désormais à nos pratiques d'urbains mondialisés. Parce que nous sommes tous et toutes des urbains mondialisés. À un titre divers, avec des intensités bien sûr différentes. Parce que ça veut dire que quand on va à Dubaï, comme quand on est allé au Qatar pour la Coupe du monde de foot, on est prêt à adhérer au modèle, même si on fait la fine bouche, et à oublier ce sur quoi ce modèle est construit. En particulier l'exploitation des travailleurs pauvres. Mais si on reprend ce que Dubaï nous dit de nous, eh bien, il dit que nous avons construit l'urbanisation sur le principe d'illimitation. C'est un modèle urbain qui ne tient que sur l'illimitation, illimitation de la croissance. Il ne peut pas y avoir de croissance zéro. C'est même pas de parler de décroissance. Il ne peut pas ne pas y avoir de croissance. On ne peut même pas envisager d'aborder de façon critique le concept de croissance. C'est impossible, je l'ai testé dans beaucoup de milieux, je vous rassure, ça n'est pas possible. On est tout de suite taxé d'amiche, d'irréaliste, on ne peut même pas aborder ce concept pour dire, mais en fait, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça porte en soi? Donc, croissance illimitée. Croissance de plus de 5%, croissance à 2 chiffres. Vous savez, la Chine, avec sa croissance à 2 chiffres ininterrompue pendant 30 ans. Cette croissance qui paraît comme la seule chose qui est capable de faire tenir le monde. Et que nous allons remettre en question en parlant du Caire, évidemment. Illimitation des ressources. Bon, je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Vous imaginez les ressources nécessaires pour construire Dubaï? Je vous rappelle en plus que le sable de Dubaï n'est pas utilisable pour le béton. Donc on a été obligé d'importer tout le sable. Comme vous l'imaginez bien, il n'y a pas d'eau. Donc on a été obligé de désaliniser massivement pour construire tous ces immeubles en béton. Tous ces immeubles, vous imaginez toutes les ressources technologiques qu'il faut pour les construire, mais aussi tout simplement pour les faire fonctionner. Illimitation des ressources. Nous avions développé ça dans l'année 3, métabolisme urbain, quand on avait parlé de l'urbain mondialisé comme un système extractiviste. Il faut que les ressources soient illimitées et il faut que les ressources financières soient illimitées. Pas de limite possible à la finance. Alors, je vous rappelle, les plus gros actifs mondiaux de l'économie, ça n'est pas la tech, ça n'est pas le pétrole, ça n'est pas l'agroalimentaire, ça n'est pas la chimie. Le plus gros actif économique mondial, c'est l'immobilier. La base de l'économie mondialisée, c'est la valorisation spéculative de la rente immobilière et de la rente foncière. C'est la valorisation financière du foncier. C'est la base de l'économie mondialisée. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que dès que le système se craquelle, tous les gouvernements sont à la rescousse. Crise de 2008. Crise du financement du développement urbain, et plus exactement d'ailleurs du développement suburbain américain. Plus grand crash financier depuis 1929. On a sauvé la mise aux entreprises bancaires. Le on, c'est nous, les contribuables. L'argent public. De même que pendant la pandémie, l'argent public a sauvé la mise des activités économiques privées. Il ne peut pas y avoir de limitation au financement. C'est pour ça qu'on n'arrive pas aujourd'hui à traiter la question des flux financiers mondiaux. C'est pour ça qu'on n'arrive pas non plus aujourd'hui à rendre propres les flux financiers mondiaux. Ne serait-ce que parce que les outils de la finance sont utilisés de façon tout à fait équivalente par les acteurs officiels et par les acteurs mafieux. Ce sont les mêmes circuits. Les circuits de l'optimisation fiscale sont utilisés par les possesseurs d'argent sale.
L'immobilier, c'est la plus grande lessiveuse à argent sale du monde contemporain. Dès que vous avez du développement immobilier spectaculaire dans une métropole mondiale, vous vous apercevez très rapidement qu'il y a de l'argent douteux derrière ce financement. Illimitation de la ressource financière, illimitation des besoins et des envies. On ne peut pas limiter nos envies. Parce que par ailleurs, nous sommes dans une société d'individualisation, où les individus sont absolument souverains. Les individus qui sont d'un côté des entrepreneurs d'eux-mêmes, et de l'autre côté des clients toujours plus demandeurs des services urbains qu'on met à leur disposition et dont ils doivent pouvoir user sans aucune interrogation éthique. Autrement, on ne comprendrait pas le succès des économies de plateforme. Le succès des économies de plateforme, Uber et les autres, n'est pas compréhensible si l'on ne rentre pas dans un système où l'individu client-consommateur est capable, lorsqu'il consomme, de systématiquement suspendre son jugement éthique. Autrement, on ne pourrait pas. Si nous savions l'impact environnemental et éthique de la plupart de nos consommations, continuerions-nous à les commander? Vraisemblablement, non. Donc, il y a cette nécessité de rendre cette illimitation-là absolument non contestable. Il ne peut pas y avoir d'entrave, il ne peut pas y avoir de limite à cela. Puis ensuite, quand vous regardez Dubaï, vous apercevez que tous les mots que j'ai mis en dessous fonctionnent très bien. Puissance, ce sont des organisations urbaines qui se présentent comme des édifices de puissance. Performance, il faut que ça performe, il faut que ça soit performant. Tout est affaire de performance. Compétition, cities of opportunity, il faut que le monde soit compétitif. Il faut que les villes soient en compétition les unes avec les autres. Et pas simplement les villes d'ailleurs. Il faut que les individus soient en compétition les uns avec les autres. La société urbaine contemporaine s'organise comme une société de compétition systématique et généralisée. Et nous verrons cela un peu plus tard, parce que ce passage du modèle compétitif au modèle coopératif est au cœur de toutes les théories du CARE. Peut-on créer une société juste dans un monde où nous sommes à ce point gavés de l'idée de compétition qu'il ne nous paraît pas possible de renoncer au modèle compétitif, quel que soit le mot que vous mettiez derrière cela, excellence, réussite, émulation, mérite. Tous ces modèles-là sont aujourd'hui au cœur du fonctionnement des sociétés contemporaines et sont remis en question par un grand nombre de penseurs et de penseuses, en particulier du CARE. Fonctionnalisation, optimisation, c'est un espace urbain qui est effectivement totalement designé dès le départ en fonction de la fonction, qui est pensé pour être fonctionnel et d'une fonctionnalité qu'on essaye d'optimiser à travers des ingénieries extrêmement spectaculaires. Alors moi, Dubaï, je trouve ça formidable du point de vue du génie humain, c'est incroyable. On atteint là des sommets, mais vraiment, je le dis sans plaisanter. C'est impressionnant. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi impressionnant quand on se pose la question de savoir ce que ça produit, mais en tout cas, si l'on regarde simplement la technologie, c'est absolument bouleversant et spectaculaire. Et d'ailleurs, ça explique que nous vivons également une vie urbaine qui est complètement dans une dépendance à la technologie jamais atteinte. Nous sommes totalement sous dépendance de la technologie. Et là aussi, nous avons totalement naturalisé notre rapport à la technologie. Et ce n'est pas simplement la technologie classique qui est évidemment très importante, c'est aussi depuis maintenant quelques dizaines d'années le fait que nous sommes de plus en plus aussi dépendants de technologies numériques. En gros, les algorithmes sont partout, absolument partout, de plus en plus partout,
Et sans ces algorithmes, la vie urbaine contemporaine n'est pas possible. Je parlais des avions tout à l'heure, du transport aérien. Sans les systèmes algorithmiques de contrôle des flux et des trafics, on ne peut plus faire fonctionner le réseau aérien mondial, comme d'ailleurs on ne peut plus faire fonctionner un certain nombre de réseaux terrestres, comme on ne peut plus faire fonctionner la plupart des activités humaines. Hier, Simone Fellinger, dans la soirée consacrée à Blue Marble, qui s'intéresse à la manière dont la météo produit ces images de la Terre vues de l'espace, nous a montré que dans le design des images de la météo, et même dans la prédiction, dans la prévision météo, il y a de l'algorithme partout. On ne peut plus aujourd'hui se passer des algorithmes. Nous sommes sous dépendance algorithmique. Ce qui donne d'ailleurs une particulière acuité au très bon livre écrit par Arthur Grimont-Pron, un ancien de l'école urbaine de Lyon, qui s'appelle Algocratie, dans lequel il montre justement cette dépendance aux algorithmes qui devrait un tout petit peu nous travailler. Des algorithmes qui sont également, parce que nous sommes dans un monde numérique, très consommateurs de ressources. Hein. Tout ça, ce sont des technologies qui ont un impact, une empreinte environnementale qui est très forte. Nous vivons dans un monde de mobilisation et de connexion. Le monde urbain contemporain, c'est le monde du mouvement. Le monde urbain contemporain, c'est le monde du déplacement. Le monde urbain contemporain, c'est le monde du flux de personnes, du flux de marchandises. À une époque où les systèmes productifs sont tellement dégroupés dans un appareil comme celui-ci, il y a des centaines de pièces qui sont fabriquées dans des endroits différents et qui sont acheminées chez un assembleur. L'industrie textile de jadis, qu'on nous montre dans l'exposition à côté, où l'on fabriquait presque tout, alors pas tout à fait tout d'ailleurs, parce qu'il y avait souvent déjà des fileurs, mais l'industrie textile de jadis, où on maîtrisait l'intégralité d'une chaîne longitudinale de production, tout ça c'est terminé, ça n'existe plus. Nous sommes passés dans le monde du dégroupage généralisé des systèmes productifs. Un de mes collègues, Pierre Vels, Économie, avait même calculé dans un de ses livres en 2010 le nombre d'opérations nécessaires différentes pour simplement construire et assembler et distribuer une brosse à dents. Il y avait plus de 42 composants différents qui étaient assemblés en produit final. Tout circule tout le temps, en permanence. C'est ce qui explique le succès incroyable de la conteneurisation et de la logistique. Le monde urbain contemporain est un monde de logistique. Les plus grands acteurs de la construction de la mondialité urbaine contemporaine sont sans doute les logisticiens. Pourquoi croyez-vous qu'Amazon a le succès qu'elle a en tant qu'entreprise? Parce qu'Amazon a compris que la logistique était le cœur du succès d'une entreprise de ce type. Amazon, c'est une entreprise qui montre la prégnance de la logistique dans le monde contemporain. C'est des logisticiens géniaux. Il faut le reconnaître. Hein. Absolument géniaux. Dans les 40 dernières années, le monde a été complètement refabriqué par la conteneurisation. On ne s'en rend pas compte, sans doute parce qu'à Lyon, on n'est pas dans une ville maritime, mais la conteneurisation a complètement changé la géographie du monde. Le succès du conteneur, c'est une des révolutions urbaines les plus incroyables qui soient. Donc, mobilité, hyperspatialisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait qu'une ville mondiale, c'est une ville qui peut véritablement travailler à toutes les échelles en même temps. Et puis, domination des géopouvoirs. J'ai forgé le concept de géopouvoir par référence à celui de biopouvoir de Michel Foucault. Michel Foucault définit un biopouvoir comme une instance qui est capable de définir la bonne santé, ce qu'il en est de la bonne vie et de la bonne santé. Pour moi, un géopouvoir, c'est un acteur qui est capable de définir ce qu'est la bonne organisation de l'espace pour une société donnée. PricewaterhouseCoopers, quand ils font leur Cities of Opportunity, ils se manifestent comme un géopouvoir. Alors pourquoi parler encore une minute, même si j'ai dépassé de 3 secondes, de ce modèle urbain? Eh bien, c'est parce que je pense que nous sommes arrivés aujourd'hui, et pardon d'avoir été beaucoup trop schématique dans cette heure, nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment où on commence
Sans doute depuis la crise de 2008, justement. Je pense que la crise de 2008 a été un premier moment d'inflexion dépassant le cercle de ceux qui étaient auparavant critiques de cette urbanisation et qui était plutôt un cercle restreint de spécialistes, de chercheurs ou de militants altermondialistes assez tôt, dans les années 1980-90. Mais la crise de 2008 a été vraiment un moment important. N'oublions pas qu'en 2010, post-crise 2008, enfin on était en plein dans la crise de 2008, que voit-on apparaître? Tous les mouvements Occupy. Les indignés à Madrid, tous les mouvements Occupy dans le monde entier, c'est-à-dire la première prise de conscience et la première mobilisation activiste de la jeunesse de l'époque pour contester la mainmise d'une minorité de géopouvoirs sur l'organisation et le fonctionnement du monde. N'oubliez jamais le slogan d'Occupy Wall Street. « We are the 99 ». Nous sommes les 99% qui vivent sous la coupe des 1% de géopouvoir et de pouvoir économique qui régissent le monde. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus complexe, mais cette prise de conscience politique, elle est intéressante. Et depuis, les questions environnementales ont pris le dessus aussi, sans que les questions sociales et économiques n'aient été réglées. On a totalement, du côté des acteurs économiques standards, on a totalement oublié la crise de 2008. Les capitalisations boursières n'ont jamais été aussi fortes. On a recommencé avec l'économie de casino en pire, avec la bénédiction des États centraux, avec la bénédiction des banques centrales, bénédiction et la complaisance des États. Nous avons un système financier aujourd'hui qui est encore plus vicieux qu'en 2008, encore plus dérégulé. Et on a rajouté à cela une prise de conscience multiforme de la crise environnementale. Donc vous voyez, on commence à avoir des discours très critiques dans tous les domaines et émanant de toutes les sphères de la société, avec des nouvelles formes de mobilisation de la jeunesse en particulier, mais pas que, avec la mise en avant d'un certain nombre de symptômes, le changement global et son urbanité, son caractère d'urbanité au sens où il est véritablement lié à l'urbanisation, les crises sociales, avec l'accentuation absolument invraisemblable des inégalités et des injustices, les crises démocratiques, je ne vous fais pas de dessin, les tensions culturelles, les replis identitaires, les fragilités du système de production, les interrogations aujourd'hui sur la crise de l'attention, sur la souffrance au travail, sur la multiplication des cas de stress, de l'épuisement, de la perte du sens. Bref, nous sommes dans un moment où de plus en plus de personnes se disent « Ne devrions-nous pas changer le référentiel de l'organisation urbaine du monde contemporain ?» Non pas désurbaniser, ça je n'y crois pas une seconde, c'est complètement irréaliste, mais urbaniser autrement. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de faire dans ce cours. Après cette première séance où j'ai essayé d'exposer un peu la raison qui me poussait à aller vers cette proposition de changer le référentiel, comment sortir de l'épuisement, le nôtre, celui de la planète, celui des sociétés, celui de la démocratie, celui de la croyance en l'émancipation, celui de l'attention. Comment sortir de l'épuisement pour construire une perspective politique mobilisatrice, à la fois à l'échelle locale, à l'échelle nationale et à l'échelle globale. Et c'est là où je vous proposerai de considérer que les théories du Caire sont une perspective possible. Mais avant ça, nous commencerons par, la fois prochaine, mettre en avant ce paradoxe constitutif qui est que ce modèle urbain de la puissance, c'est aussi un modèle d'une extrême fragilité. Dès qu'on ouvre le capot du véhicule, on s'aperçoit à quel point ce véhicule est fragile. Dès qu'on oublie les discours allégoriques, on s'aperçoit à quel point notre système est susceptible d'être très rapidement endommagé. Quelqu'un en a vu une intuition, Paul Virilio, dans cette exposition de 2003, Ce qui arrive, où il théorisait le caractère implacable de l'accident. Mais, et pour terminer, chers amis, nous venons de vivre une situation où nous avons nous-mêmes
dans nos corps, pu expérimenter cette fragilité du système urbain apparemment puissant, mondialisé, c'est la pandémie. Où en quelques semaines, l'inenvisageable s'est imposé. Décembre 2019, premier cas documenté de Covid mortel dans un hôpital à Wuhan en Chine. 4 mois après, mesures de confinement dans plus de 50 pays au monde. 4 mois après, les centres commerciaux sont fermés, les aéroports sont fermés, les grandes places publiques sont fermées, les usines sont arrêtées, les bateaux ne circulent plus et sont mis en attente, et les hôpitaux se remplissent. Hôpitaux malmenés par la dérégulation budgétaire, gna 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 gna. Nous avons vécu dans notre chair l'expérience de cette fragilité. Nous avons compris que la fragilité du système urbain mondial, ça n'était pas pour les autres. C'était pour nous tous, urbains mondialisés, parce que nous sommes les cohabitants de ce système global. Voilà, merci de votre attention. Désolé d'avoir été un peu long et à la fois prochaine.